Merci Antoine. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous et à vos enseignants de nous accorder un petit peu de temps et un petit peu de votre attention. Donc, je me présente, hein, comme l'a dit Antoine, donc je m'appelle Virginie Erlacher. Je suis chercheuse en mathématiques à 2 endroits. Tout d'abord, je fais partie du CERMIX, qui est le laboratoire de mathématiques appliquées de l'école des Ponts ParisTech. Alors, l'école des Ponts, c'est une école d'ingénieurs qui se situe à Marne-la-Vallée, donc c'est dans l'est de Paris. Et j'ai une double casquette, je fais aussi partie d'une équipe INRIA. INRIA, c'est l'Institut national de recherche en sciences du numérique. Et donc c'est un institut qui est organisé par équipe projet, ça s'appelle. Et je fais partie d'une équipe projet qui s'appelle Materials et qui s'occupe de simulation numérique pour les matériaux au sens large. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un petit peu relié à certains des thèmes de recherche qu'on a dans l'équipe. À savoir, ce dont je vais vous parler, c'est une introduction à ce qu'on appelle la théorie de l'homogénéisation. Et je vais vous expliquer quel est le lien avec cette théorie et la conception de bâtiments résistants à des secousses sismiques. On va voir le lien tout de suite. Alors, je voudrais juste vous dire, surtout, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Hein. Vous levez le doigt, vous dites « Madame, on ne comprend pas, Madame, on n'a pas vu cette notion. Réexpliquez. » Enfin, surtout, n'hésitez surtout pas. Ok, donc on y va. Je vais déjà vous parler un petit peu de à quoi ça peut servir la simulation numérique pour concevoir des bâtiments, et entre autres pour concevoir des bâtiments résistants au séisme. Alors, pour vous introduire un peu l'utilité de la simulation numérique, je vais d'abord vous parler de 2 séismes qui ont lieu, alors ils n'ont pas eu lieu si récemment que ça, mais quand même, ils ont tous les deux eu lieu en 2010. Le premier s'est déroulé à côté de Santiago, au Chili, et le deuxième s'est déroulé pas très loin de Port-au-Prince, en Haïti. D'accord ? Là, je vous ai mis les dates, et vous voyez, ils ont lieu, à peu près 1 ou 2 mois de décalage, donc vraiment à des moments assez proches. Donc c'était en 2010. Je vous ai aussi mis le nombre d'habitants des villes, approximatif. Hein. Santiago, c'est à peu près 4 millions d'habitants, et Port-au-Prince, c'est à peu près 2 millions d'habitants. Donc c'est le même ordre de grandeur. Hein. Et je vous ai mis également en rouge, là, c'est la magnitude des séismes qui ont lieu à côté de ces 2 villes. Donc plus la magnitude est importante, plus ça veut dire que l'intensité des secousses du séisme ont été fortes. D'accord ? Donc typiquement, la magnitude du séisme à Santiago, c'était 8,8, et à Port-au-Prince, c'était de 7,7. Donc vous voyez, à peu près les mêmes intensités, même les secousses à Santiago étaient un peu plus fortes que les secousses à Port-au-Prince. Alors, première question, si je ne vous donne que ces informations-là, à votre avis, dans quelle ville est-ce qu'il y a eu le plus de victimes ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Est-ce que quelqu'un veut se lancer ? N'hésitez pas. Hein. Oui ? À Santiago ? Vas-y, dis-moi pourquoi tu dis ça. Ouais, effectivement, c'est naturel. Tu te dis, effectivement, le séisme a eu des secousses plus fortes à Santiago qu'à Port-au-Prince. On s'attendrait à ce qu'il y ait eu plus de victimes à Santiago qu'à Port-au-Prince. Eh bien, en fait, pas du tout. Et c'est même pas qu'un petit peu. Là, le nombre de victimes, je vous l'ai mis en rouge, là. À Santiago, il y a eu 708 morts. Bon, c'est beaucoup. Mais par contre, c'est très peu devant le nombre de victimes qu'il y a eu à Port-au-Prince, qui est à peu près de 200 000. Donc vous voyez, à Port-au-Prince, il y a eu à peu près 200 fois plus de victimes qu'à Santiago, alors que l'intensité des secousses sismiques était même un petit peu plus faible à Port-au-Prince qu'à Santiago. Alors à votre avis, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup moins de victimes à Santiago qu'à Port-au-Prince, quand bien même l'intensité des secousses était à peu près équivalente ? Oui ? Bah oui, tout à fait. C'est tout à fait en lien avec ce dont je veux vous parler. Absolument. C'est la manière dont les bâtiments... Alors, il n'y a pas que ça comme explication, hein, mais ça reste l'explication principale. C'est la manière dont les bâtiments ont été conçus a eu une énorme influence sur le nombre de victimes. Typiquement, à Santiago, au Chili, ils ont des normes de construction des bâtiments extrêmement drastiques en termes de... Il faut que les bâtiments soient conçus pour pouvoir résister à des séismes d'intensité très forte. Et s'ils ne sont pas conçus auparavant de manière à garantir ça, ils ne sont juste pas construits. Alors qu'à Port-au-Prince, il n'y a pas une législation aussi réglementée, aussi dure en la matière.
Et vous voyez, l'effet a été extrêmement sensible. 200 fois plus de morts à Port-au-Prince qu'à Santiago, alors que les secousses du séisme étaient même un petit peu plus faibles qu'à Santiago. Et donc, si vous voulez voir, typiquement, il y a cet article qui l'explique très bien. Là, je vous ai mis le lien web, donc c'est triste, voilà, pour les habitants de Port-au-Prince. Mais c'est juste pour vous sensibiliser sur l'importance qu'il y avait de concevoir des bâtiments en amont, de telle sorte à ce qu'ils résistent à ces secousses sismiques. Et là, vous voyez l'influence, là, ça s'est traduit en centaines de milliers de vies humaines. Alors j'en viens au sujet de l'exposé, de ce dont je voudrais vous parler. Est-ce que vous avez une petite idée de comment est-ce qu'on conçoit des bâtiments qui peuvent être résistants au séisme? Oui? Oui, tout à fait. Donc en pratique, c'est ça qu'ils font. Pas que. Mais aussi une petite question, c'est une question même avant ça. Comment est-ce que les ingénieurs qui conçoivent les bâtiments, ils vont choisir la manière dont ils vont mettre les pilotis? Parce qu'il y aurait plusieurs manières de faire, a priori. Et comment est-ce que tu disposes ces pilotis de telle sorte que ce soit le plus efficace pour que ton bâtiment se résiste le mieux au séisme? Même avant ça. Est-ce que vous avez une petite idée? Alors, il y a un truc qu'ils peuvent juste pas faire, c'est faire des tests, construire un bâtiment, envoyer des fausses secousses sismiques et voir si le bâtiment tient ou pas. Ça, c'est juste pas possible. Les ingénieurs ne peuvent pas faire ça. Oui? Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des maquettes. C'est vrai, tu as raison, mais il n'y a pas que ça. Parce que sur les maquettes, tu restes quand même limité. Tu ne peux pas en faire un grand nombre, parce que même faire des maquettes, ça coûte quand même un peu cher. Oui? Bah oui, voilà, tout à fait. Mais c'est vrai, tu as raison sur les maquettes aussi. Donc comme je suis matheuse, je vais plutôt parler des simulations numériques. Mais tu as raison, il y aurait des maquettes en plus. Tout à fait. Mais l'avantage de la simulation numérique, c'est que ça, pour le coup, tu peux en faire plein, et ça coûte pas trop cher. Je vais y revenir. Dans le sens, au moins, ça coûte moins cher que fabriquer des maquettes expérimentales. Donc souvent, ce qu'ils font, les ingénieurs, c'est qu'ils vont d'abord faire des simulations numériques pour essayer de deviner, est-ce que si je dispose mes pilotis de telle manière, est-ce que ça va bien se passer? Après, ils font des maquettes expérimentales sur quelques-uns des bâtiments qu'ils ont identifiés par simulation numérique pour voir lesquels se comportent mieux, avant d'aller vers le vrai bâtiment. Donc effectivement, je parle moins des maquettes expérimentales aujourd'hui, je parle plus du côté simulation numérique, mais les deux aspects sont toujours très liés. Et donc là, j'ai plutôt parlé des études qui sont vraiment faites en amont. Donc avant même la fabrication de maquettes expérimentales et bien sûr avant la construction des vrais bâtiments. Donc par simulation numérique, donc qu'est-ce qu'ils font les ingénieurs avant toute chose? Ils vont introduire un modèle numérique, un modèle informatique de l'immeuble qu'ils ont envie de tester. Ils ont envie de vérifier si jamais l'immeuble construit comme ceci va bien résister à des séismes de telle ou telle intensité, dans telle ou telle direction. D'accord? Donc vous voyez typiquement à gauche la grande barre bleue, c'est un modèle numérique de bâtiment. Okay. C'est comme ça que les ingénieurs ils l'ont conçu, ils ont envie de voir si ce bâtiment-là va bien tenir ou pas. D'accord? Et après, numériquement, dans l'ordinateur, ils vont faire une simulation numérique pour essayer de prédire si jamais il y a un séisme qui a une telle intensité dans telle direction, comment la tour va se déformer. D'accord? Et ce que vous voyez typiquement donc, à droite de la barre bleue, ici, donc vous voyez qu'il y a des couleurs, rouge, bleu, vert, etc. Les couleurs correspondent à l'intensité du déplacement du bâtiment à un moment lors d'une secousse. D'accord? Il faut imaginer que votre bâtiment, s'il y a une secousse sismique, il va onduler comme ça. Et là, c'est une photo de ce que calcule l'ordinateur à un moment donné. En rouge, ce sont les endroits où l'immeuble se déforme beaucoup. En bleu, ce sont les endroits où l'immeuble ne se déforme pas beaucoup. Et en vert, c'est plutôt des déplacements moyens, des déformations moyennes. OK. Et à droite, c'est un autre moment de la simulation pour un autre type de secousse. OK. Et donc, ces simulations numériques, elles sont extrêmement utiles aux ingénieurs, parce que là, du coup, ils peuvent faire tous les tests qu'ils veulent. Parce que c'est tout dans l'ordinateur, donc là, ça coûte pas cher. Ils envoient un faux signal sismique numériquement dans l'ordinateur, et ils regardent comment le bâtiment va se comporter. D'accord? Et donc, ça leur permet de faire plein de tests, de regarder comment, justement, on va arranger les pilotis,
Qu'est-ce qui se passe si on utilise tel type de béton plutôt que tel type de béton? Qu'est-ce qui se passe si on met des fondations de tel type, à telle profondeur, etc. etc. Et ça, il y a le prix des simulations, dans le sens où il faut quand même avoir des gros ordinateurs pour les faire tourner, et ça prend un peu de temps de les faire tourner. Mais par contre, ce sont des calculs qu'ils utilisent intensément avant de construire des maquettes expérimentales et avant de fabriquer des bâtiments en vrai. D'accord ? Et donc ça leur permet de tester plein de cas différents. Et donc c'est de ces simulations que je voudrais vous parler, et leur lien avec la théorie de l'homogénéisation. Alors, la difficulté de ces simulations-là, c'est, vous voyez votre bâtiment, là c'est une tour, donc il faut imaginer, il est constitué d'un très très grand nombre d'appartements qui sont empilés les uns sur les autres. D'accord ? Si jamais vous voulez simuler numériquement très précisément ce qui se passe au niveau de tous les appartements, ça peut faire des simulations numériques qui peuvent être très 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 coûteuses en termes de temps de calcul. Il faut imaginer, si les ingénieurs devaient regarder très précisément tout ce qui se passe au niveau de tous les appartements, ce type de simulation numérique, pour un type de secousse sismique, ça pourrait prendre plusieurs mois. Alors vous imaginez, si vous avez envie de tester plusieurs types de séismes, si vous avez envie de regarder ce qui se passe sur plusieurs types de tours, etc., si vous devez attendre plusieurs mois pour avoir le résultat de votre simulation, pour savoir comment votre tour va se déformer pour un séisme donné, vous ne pourriez pas tester grand-chose. Donc du coup, les ingénieurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne font pas ça, ils ne vont pas regarder précisément ce qui se passe au niveau de chaque appartement, ils vont faire autre chose, et l'autre chose, c'est ce dont je veux vous parler, ils vont utiliser ce qu'on appelle la théorie de l'homogénéisation, et je vais vous expliquer un tout petit peu de quoi il s'agit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr, parce que là, vous imaginez, pour vraiment calculer les déplacements d'une tour d'immeuble comme ça, c'est des modèles très compliqués, etc. Mais je vais quand même vous expliquer de quoi il retourne sur un petit cas simple qui est tout à fait à votre portée, et vous allez comprendre un peu le principe général. Ok ? Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Non. Alors donc j'en viens à cette fameuse théorie de l'homogénéisation. Alors déjà, quel en est le principe ? Alors, je vais vous introduire un petit système beaucoup plus simple que la barre d'immeuble, d'accord ? Parce que la barre d'immeuble, ça reste quand même un objet très très compliqué. D'accord ? Pour me simplifier la vie ici, je vais faire le parallèle. Là, il faut voir que votre barre d'immeuble, donc là je l'ai tournée, là j'ai pris la barre d'immeuble, je l'ai tournée de 90 degrés. Il faut imaginer que vos appartements, c'est constitué d'une succession, votre barre d'immeuble est constituée d'une succession d'appartements. Et dans chacun de vos appartements, vous avez soit du béton, qui est un matériau dur, soit du vide, de l'air, et ça, c'est un matériau très mou. D'accord ? Je vais le représenter de manière beaucoup plus simple, d'accord, par une barre comme ça. Et cette barre, donc, ça représente un petit peu ce qui se passe au niveau d'une tour d'immeuble, mais d'une tour d'immeuble super simplifiée. D'accord ? Mais c'est pour que vous voyez un petit peu ce qui va se passer de manière plus simple que sur une vraie barre d'immeuble. Il faut imaginer que cette barre-là, ça va être un matériau qui va être constitué de plusieurs couches, d'accord ? Et dans ces couches, vous voyez, on alterne entre un matériau de type blanc et un matériau de type noir. Donc on fait blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, et vous avez une succession comme ça de couches, de petites tailles qui se succèdent. Il faut imaginer que le matériau blanc, ça va être un matériau mou. Pensez au vide qu'il peut y avoir dans la barre d'immeuble. Et le matériau noir, ça va être un matériau dur. Pensez au béton dans votre barre d'immeuble. D'accord ? Et là, vous voyez, mon matériau, il est très simple, bien sûr, il est beaucoup plus simple que vraiment ma barre d'immeuble. Il faut imaginer que c'est vraiment un matériau qui est composé d'une succession de couches. Matériau mou, matériau blanc, matériau dur, matériau noir. Paf, 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 paf. Et vous avez toute une succession de ces paires de couches qui alternent comme ça, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Ok ? Donc c'est une représentation très simple et très schématique de ce qui se passe dans une barre d'immeuble, mais c'est juste pour que vous ayez un petit peu les idées. C'est l'exemple d'où je vais partir. Et là, ce matériau-là, comme il est constitué de deux matériaux différents, blanc-noir, c'est ce qu'on appelle un matériau hétérogène. Il n'est pas constitué d'un seul matériau, mais il y en a deux, et à chaque fois on les alterne. Et typiquement, la taille de chaque petite couche, juste une couche de blanc ou juste une couche de noir, il faut imaginer que c'est très petit, devant la taille totale de tout l'espace occupé par ma barre, par mon matériau.
Typiquement, si je fais l'analogie avec ce qui se passe dans la barre d'immeuble, il faut imaginer que la hauteur d'un appartement, il est petit par rapport à la taille totale de la tour d'immeuble. OK? Donc ça, c'est une représentation très schématique de ce qui se passe dans la barre d'immeuble. Alors, j'en viens à l'homogénéisation. L'homogénéisation, ça va consister en faire l'exercice intellectuel suivant. Donc je suppose que le matériau, le vrai qui m'intéresse, donc c'est celui du haut. C'est une succession de couches matériaux blancs, matériaux mous, matériaux noirs, matériaux durs. Et que typiquement, la taille de chacune des sous-couches est assez petite. L'homogénéisation, ça va consister à dire, ok, ce matériau-là, avec plein de couches, il est trop compliqué pour que je simule numériquement ce qui se passe, très précisément ce qui se passe dans chacune des petites couches. Okay. Ça demanderait un temps de calcul trop élevé pour faire une simulation numérique de comment mon matériau, là, comme ça, il se comporte. Mais alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais imaginer que je vais considérer un matériau qui va toujours être constitué d'une succession de couches blanches, couches noires, mais la taille de chacune des sous-couches, je vais la faire devenir de plus en plus petite, jusqu'à ce qu'elle tende vers 0, d'accord. Mais par contre, je garde la taille totale de ma barre constante, je ne la bouge pas. Et donc, ce qui va se passer, si vous regardez ce qui se passe entre ma première barre et ma deuxième barre, c'est que je vais avoir des sous-couches de plus en plus fines, mais je vais en avoir de plus en plus. Donc vous voyez, entre le premier matériau et le deuxième matériau, j'ai diminué la taille des sous-couches, mais par contre, du coup, j'en ai plus que dans la deuxième barre que dans la première. Okay. Et je peux continuer ce processus comme ça. Et à chaque fois, je considère toute une suite de matériaux comme ça, où la taille de mes sous-couches va devenir de plus en plus petite, jusqu'à devenir égale à 0, mais par contre, j'ai un très très grand nombre de couches. OK? Et si vous continuez ce processus comme ça, indéfiniment, à la fin, in fine, ce que vous allez avoir, ça va être un matériau qui va être un peu grisé. C'est un mélange de noir et de blanc. OK? Il va y avoir qu'une seule nuance de gris dans tout le matériau. Donc c'est ça ce qui va se passer lorsqu'on fait tendre la taille de ces sous-couches vraiment vers 0. OK. Et par contre, il va juste y avoir un seul matériau qui est un matériau moyennement dur. Pensez encore, matériau blanc, c'est un matériau mou, matériau noir, c'est un matériau dur. Le matériau gris, ça va être un matériau un petit peu entre deux, moyennement dur. Et il se trouve que si je veux faire simuler numériquement ce qui se passe sur cette barre grise, qui est composée d'un seul matériau moyennement dur, c'est beaucoup, beaucoup plus simple que simuler ce qui se passe sur ma barre du départ, où j'aurais eu besoin de regarder précisément ce qui se passe dans chacune des petites sous-couches. Et du coup, remplacer un matériau hétérogène, qui est constitué de mon alternance de bandes blanches et de bandes noires en haut, par un unique matériau gris comme ça, où j'ai juste un matériau moyennement dur dans toute ma barre, en termes de gain de temps de calcul sur les simulations numériques, c'est très intéressant. Et en pratique, c'est ce que font les ingénieurs, en tout cas dans une première étape, pour faire les simulations que je vous ai montrées sur les barres d'immeubles. OK. Alors maintenant, il y a une question qui se pose, d'accord. OK, on va remplacer ce sandwich blanc-noir, blanc-noir, blanc-noir par un seul matériau gris, mais quelle est la bonne nuance de gris? Quelle est la bonne valeur de mon matériau? Quelle est la dureté que je dois mettre? Si mon matériau de départ, c'est j'alterne entre une couche molle et une couche dure, quelle va être la dureté de mon matériau homogénéisé, de mon matériau gris, tel que si je simule numériquement ma barre grise, je vais avoir à peu près le même comportement que ma barre blanche-noire du départ, qui est celle qui m'intéresse pour de vrai. OK ? Et trouver, entre guillemets, la bonne nuance de gris à choisir, c'est ce qu'on appelle trouver le matériau homogénéisé qui correspond à ma barre constituée de mes alternances de matériaux blanc-noir, blanc-noir. OK ? Et donc c'est de ça dont je vais vous parler. C'est comment on essaye d'identifier la bonne nuance de gris pour bien reproduire le comportement de la barre qui m'intéresse, qui était la première. OK ? Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Il faut garder en tête pourquoi on fait ça. C'est que simuler numériquement la barre grise, ça coûte beaucoup moins cher que simuler numériquement ma barre blanche-noire du départ. OK ? Et typiquement, le gain en temps de calcul, quand je reviens au temps de calcul sur les barres d'immeubles, je vous disais que si on faisait très très finement les calculs sur la barre d'immeuble en regardant précisément ce qui se passe sur chacun des appartements, ça prenait plusieurs mois.
Si on utilise plutôt une barre d'immeuble homogénéisée, donc qui correspond à remplacer par un matériau entre guillemets gris, bah du coup les temps de calcul passent de l'ordre de la minute. Ce qui est beaucoup plus raisonnable si on veut tester plusieurs types de séismes et plusieurs types de bâtiments. Ok ? Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Pas de questions? Donc je vais vous expliquer un peu comment on fait ça. Et la théorie de l'homogénéisation, elle vous permet de dire quelle est la bonne nuance de gris à choisir. Alors, je vais déjà vous parler de quelle aurait été la manière la plus intuitive de faire pour choisir cette bonne nuance de gris et pourquoi cette manière intuitive ne fonctionne pas. Alors pour ça, j'ai besoin de vous parler d'intégrales. Alors est-ce que vous avez déjà vu les intégrales en cours ou pas encore? Ah, il y en a qui ont vu, il y en a qui n'ont pas vu? Ah, il y en a qui font pas de maths là. Ah, aïe aïe aïe. Bon, alors ça je savais pas. Bon, c'est pas grave. Est-ce que déjà sur le principe de l'homogénéisation, tout le monde est... C'est bon pour tout le monde? D'accord. Ah désolé, je croyais que vous faisiez des maths. On m'avait dit que vous faisiez des maths. Bon, c'est pas grave. Même pour ceux qui font pas de maths, on va quand même y aller doucement. N'ayez pas peur. Alors, pour, entre guillemets, déterminer quelle est la bonne nuance de gris, j'ai besoin de la notion qu'on appelle une intégrale. Donc pour ceux qui ont vu, vous allez voir des notions que vous avez déjà vues en cours. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est pas grave, je vous réexplique de quoi il s'agit. N'ayez pas peur, d'accord? Ne craignez rien, ne sortez pas de la salle. Alors, est-ce que vous avez tous vu les notions de fonction? Oui, ça c'est bon. Là, j'aurais eu du mal sans ça. Donc, ok, très bien. Vous avez vu une fonction. Si vous avez vu ce que c'est qu'une fonction, vous avez vu ce que c'est que le graphe d'une fonction. Oui, ouf, c'est bon aussi. Est-ce que vous avez vu aussi ce que c'est que l'intervalle 0,1? C'est bon aussi. Ouf, tout va bien. Alors vous savez ce que c'est qu'une intégrale, je vais vous l'expliquer. Alors, je vais supposer là que j'ai une fonction f, d'accord? Alors, dites-moi si ce que j'écris vous parle ou pas. Hein. Alors, la f, pour moi, c'est une fonction qui est définie sur l'intervalle 0,1, à valeur dans R, n'ayez pas peur. Ça veut dire que pour tout réel x dans l'intervalle 0,1, ok, je vais lui associer une valeur, que je note f de x, et qui a un réel. Ça va, là, si j'écris tout ça, ça va, ça perturbe personne? C'est bon? Ok, merci. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, ce que je vais vous expliquer, c'est comment on définit un objet, une quantité, qui est notée comme ceci, et c'est ce qu'on appelle l'intégrale de f sur l'intervalle 0,1. Donc ceux qui ont vu, ils vont reconnaître leur petit, et ceux qui n'ont pas vu, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que c'est que cette intégrale? Je vous trace le graphe de la fonction, d'accord? Donc là, c'est petit x, que je vous représente. Là, c'est 0, là, c'est 1. Et je vais vous tracer les valeurs de f de x en fonction de petit x. D'accord? Donc imaginez que vous avez une fonction f comme ça. D'accord? Et là, je vous ai tracé le graphe de la fonction f qui représente les valeurs de f de x en fonction de petit x sur intervalle 0,1. Alors cette intégrale, qu'est-ce que c'est? C'est pas très compliqué. C'est tout simplement l'aire de la zone qui se trouve en dessous du graphe de f. Donc c'est toute l'aire de cette zone que je hachure là, comme ça. D'accord? Donc je ne sais pas si vous l'avez vu comme ça dans vos cours, ceux qui ont vu. Mais il y a plein de manières d'interpréter l'intégrale, c'est une manière de l'interpréter. D'accord? Donc c'est pas très compliqué comme objet. L'intégrale de cette fonction, c'est l'aire de la zone qui se trouve sous le graphe de la fonction petit f. Ok? Donc gardez ça en tête, ça va m'être utile pour la suite. Ok. Petit exercice, on va voir ce qui se passe sur une fonction très particulière. Alors, je vous explique quelle est la fonction qui va m'intéresser là. Et vous allez voir le lien avec le matériau blanc-noir là, dont je vous parlais. Alors là, je vais prendre une fonction petit a de x. Elle est aussi définie sur l'intervalle 0,1. Ok, je vous trace son graphe. Hop, là c'est petit x. 0, et là c'est 1. Et là, je vais mettre 1,5. Et c'est une fonction a de x qui est super simple. Elle va prendre que deux valeurs possibles. Une première valeur que j'appelle grand A, une deuxième valeur que j'appelle grand B.
D'accord? Il faut imaginer, par exemple, grand A, ça vaut 1, grand B, ça vaut 10. D'accord? Et ma fonction petit a, elle va valoir cette première valeur grand A pour tous les x entre 0 et 1,5. D'accord? Et elle va valoir ma deuxième valeur grand B pour tous les x entre 1,5 et 1. OK? Donc ça, c'est le graphe de ma fonction petit a. Alors, pourquoi? Quel est le lien entre ce petit a et mon matériau blanc-noir de tout à l'heure? Là, typiquement, cette fonction a, elle va me donner la dureté, entre guillemets, ce qui joue le rôle de la dureté, de mon matériau sur toute la longueur de ma barre. Donc là, si mon a vaut une petite valeur grand A ici et vaut une grande valeur grand B ici, ça représente la dureté d'un matériau qui est juste constitué de deux couches, une couche blanche et une couche noire. OK? C'est bon pour vous? OK. Alors là, petite question. À partir de ce que je vous ai expliqué sur l'intégrale, à votre avis, à quoi ça va valoir? Qu'est-ce que ça va valoir l'intégrale de cette fonction a de x en fonction de grand A et de grand B? Rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est l'aire de la surface qui se trouve sous le graphe de la fonction petit a. Alors, qui veut se lancer? Donc là, la zone qui se trouve sous le graphe de la fonction petit a, il y a deux rectangles. Il y a un premier rectangle ici, et il y a un deuxième rectangle ici. Okay, donc ça va être la somme de ces deux rectangles. Ce premier rectangle-là, ça va être quoi son aire? Ouais. Un demi-fois. Ah ouais, voilà, tout à fait. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Hop. Donc ça, c'est l'aire de mon premier rectangle. Et puis maintenant, j'ai en plus l'aire du deuxième rectangle. Qu'est-ce que c'est? Bah oui, un demi fois B. Exactement. OK? Et donc là, vous voyez en particulier, si je réécris ça différemment, c'est égal à la moitié de la plus petite valeur qui est grand A, plus la plus grande valeur qui est grand B. D'accord? Est-ce que vous avez tous vu les moyennes arithmétiques? Oui, ça vous dit quelque chose, les moyennes? Donc vous voyez ici, je suis dans un cas particulier où la valeur de cette intégrale, c'est précisément la moyenne des deux valeurs que prend mon coefficient petit a. C'est la moyenne de dureté de mon matériau blanc mou et dureté de mon matériau dur donné par grand B, ici. D'accord? Donc un truc qui aurait été très naturel, si j'avais juste une barre comme ça constituée d'un matériau mou et d'un matériau dur comme ceci, si je voulais le remplacer par juste un matériau un peu grisé, bon je ne sais pas faire du gris là, désolé, j'espère que vous comprenez un peu ce que j'essaie de tracer là. Une idée très intuitive, comme il y a moitié de matériau blanc, moitié de matériau noir là-dedans, ça aurait été de dire mon matériau gris qui va jouer le rôle de ce qui se passe quand j'ai matériau blanc, matériau noir, c'est cette moyenne-là. Vous êtes d'accord avec moi? Ça paraît très logique. En fait, c'est pas bon de faire comme ça. Mais donc, je vais vous expliquer pourquoi. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Une fois que vous avez compris un peu ces notions-là, vous allez voir où est le souci. Mais là, vous voyez ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai expliqué ce qui se passe sur un matériau qui a juste deux couches. Une couche blanche, une couche noire. Alors que le matériau qui m'intéressait au départ, c'était ma barre, avec plein de successions de couches blanches, couches noires, couches blanches, couches noires. D'accord? Donc il faut maintenant que je vous explique qu'est-ce qui va jouer le rôle de cette fonction A pour que je puisse représenter ma barre là-haut. D'accord? Et pour ça, j'ai besoin de vous expliquer ce qu'on appelle la notion de périodisation. Donc c'est ma prochaine étape. Alors, ça je passe. Touc, touc, touc. Hop. Donc périodisation, c'est ce qui va me permettre justement de définir la fonction, qui va me permettre de représenter la dureté de mon matériau tout le long de ma barre, quand j'ai couche blanche, couche noire, couche blanche, couche noire. OK? Alors c'est parti. Pour définir la notion de périodisation, j'ai besoin de définir ce que c'est que la partie entière d'un réel. Est-ce que vous avez déjà vu ça ou pas? Non, ça vous dit rien? Il y en a oui, il y en a non. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, c'est pas grave, c'est pas compliqué. OK? Alors qu'est-ce que c'est? Attendez, j'efface ça.
Alors, une première étape, je vais vouloir construire une fonction qui va être définie pour tous les réels à partir de cette fonction qui est juste définie pour les x dans l'intervalle 0,1. C'est ça que je veux faire. Okay, et c'est là que je vais avoir besoin de cette partie entière. Alors là, qu'est-ce que c'est que cette partie entière? Je prends un x réel. OK. La partie entière de x, c'est une quantité qu'on note comme ça, avec ses crochets. C'est comme ça que c'est noté. Lui, ça va être un entier relatif. Donc il va appartenir à z. R et z, hein, ça vous connaissez. Hein. C'est bon? Ouais. Donc c'est un entier relatif. Et c'est le plus grand entier relatif que je peux se trouver qui soit plus petit que x. OK? Donc on va regarder tout de suite des exemples. Donc maintenant que je vous dis que cette partie entière, c'est le plus grand des entiers relatifs qui est plus petit que x, qu'est-ce que ça va être la partie entière de 3,3? Quel est le plus grand entier que je peux trouver qui est plus petit que 3,3? Oui? Bah oui, c'est 3, absolument. Un peu plus dur maintenant? La partie entière de moins 5,6. Je veux le plus grand entier relatif qui soit plus petit que moins 5,6. Qu'est-ce que c'est? Allez-y, hein, n'ayez pas peur. Hein. Oui? Oui, c'est moins 6, absolument. Vous avez parfaitement compris. Donc c'est juste ça. On prend l'entier relatif qui se trouve juste avant l'entier qui nous intéresse. Et là, vous voyez à chaque fois, dans les deux exemples, si je regarde x moins sa partie entière, ben en fait, il se trouve que par définition, c'est forcément une quantité qui va être dans l'intervalle 0,1. Bon, on va le vérifier hein, sur nos deux exemples. Si je fais 3,3 moins sa partie entière qui vaut 3, ça fait combien? Ça fait... Oui, 0,3. Et 0,3, est-ce que c'est dans l'intervalle 0,1? Oui. Pareil, on va faire l'autre exemple. Moins 5,6 moins sa partie entière qui est moins 6. Donc ça fait moins 5,6 moins moins 6. Ça fait combien ça? Moins 5,6 moins moins 6. Donc ça fait moins 5,6 plus 6. Ça fait 0,4. Ça aussi, c'est dans l'intervalle 0,1. OK? Donc ça, pour n'importe quel x dans R, si je regarde x moins sa partie entière, c'est bien une quantité qui est bien dans l'intervalle 0,1. D'accord? Et c'est précisément ça qu'on utilise pour définir ce qu'on appelle la périodisation de ma fonction petit a que je vous ai définie ici. D'accord? Donc, la périodisation de la fonction, c'est une fonction qui, elle, va être définie pour tous les réels. Le petit a de départ, il est juste défini pour des réels entre 0 et 1. D'accord? Le a pair, qui est en fait défini comme a de x moins sa partie entière, c'est défini sur tout l'intervalle R tout entier. D'accord? Alors, même plus important que la définition, ce qui est important, c'est le dessin. OK? Et vous allez comprendre tout de suite avec le dessin pourquoi on appelle ça la périodisation. Donc, je vous redessine, hop, le dessin ici. Cette fonction a pair de x, donc elle est définie pour tous les réels, d'accord? Et ça vous donne, et elle est définie comme suit. Si vous suivez cette formule, en fait, ce qui se passe, c'est que son graphe, ça va être le suivant. A pair va valoir grand A sur 0,1,5, puis grand B sur 1,5, 1, puis on continue. Et on reproduit à chaque fois le motif de A par périodicité sur tous les autres intervalles voisins. Hop, on va voir comme ceci. Hop, et on continue. À chaque fois ici, typiquement, ça va être moins 3,5. Ici, c'est moins 1,5. Ici, c'est 3,5. OK? Donc, à partir de cette fonction a de x définie sur 0,1, juste, je la reproduis périodiquement sur tous les intervalles. D'accord? Et ça me donne cette fonction a pair qui est définie partout et qui est définie, en fait, avec cette formule, avec la partie entière. OK? Mais le truc important, c'est vraiment ça. Je reproduis à chaque fois mon a de x sur tous les intervalles, et du coup, j'ai une fonction définie partout. C'est cette fonction qui va me permettre de définir le coefficient de ma barre, qui est constitué d'une succession d'empilement de couches. Couche blanche, couche noire.
Ok ? Plus précisément, si je suppose que j'ai n successions de couches blanche-noire, donc je fais blanche-noire, 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 grand N fois, avec grand N en entier, bah, le coefficient qui donne la dureté de ma barre, en un point petit x, c'est une fonction que je note A grand N de x, ça dépend du nombre de couches que j'ai dans la barre, et c'est défini comme cette périodisation A paire de nx. Ok ? Donc encore une fois, ce qui est important plus que la formule, c'est le dessin. Par exemple, dans le cas où grand N égale 2, et à chaque fois, donc, ces fonctions, elles vont bien être définies sur 0, 1. Ok ? Et là, je vous trace ce qui se passe pour A2. Donc dans le cas où j'ai deux successions de couches blanche-noire, blanche-noire, et ben, ce coefficient A2, il vaut A sur 0, 1 quart, B sur 1 quart 1 demi, A sur 1 demi 3 quarts, et B sur 3 quarts 1. Et donc ça, vous voyez, ça correspond précisément à un matériau qui est constitué de 4 couches, blanc, noir, blanc, noir. OK ? Et ainsi de suite. A3, ben, ça va être la même chose. Ça va correspondre au coefficient de dureté de ma barre quand j'ai 3 successions de paires de couches blanche-noire, blanche-noire. Et ainsi de suite. Et donc en particulier, quand j'ai grand N paires de couches blanche-noire, ben, le coefficient A grand N, c'est une fonction comme ça qui oscille à chaque fois. Et il va y avoir grand N créneaux de ce type-là. OK ? Et donc c'est défini par le biais de cette périodisation que je viens de vous présenter. OK ? Donc il faut imaginer que si j'ai un matériau qui est composé de grand N paires de couches blanche-noire, la dureté de mon matériau en un point petit x, il est donné par cette fonction A grand N de x. OK ? Donc c'est ça qui représente mon matériau hétérogène, que j'ai envie de remplacer par un matériau gris. OK ? Est-ce que vous avez des questions pour l'instant ? C'est bon ? OK. Donc on va faire un petit exercice. On va juste faire pour grand N égale 2, vous allez me croire sur parole pour grand N égale 3. Quelle va être l'intégrale de ce coefficient A2 de x là? Donc lui, c'est A2 de x pour le coup. Alors je vous rappelle, l'intégrale entre 0 et 1 de A2 de x dx, ben c'est l'air qui se trouve sous le graphe de la fonction A2 de x. Alors là, ça va valoir combien? Là, il y en a 4, des rectangles. Est-ce que quelqu'un a une idée? Le premier rectangle, là, son aire, c'est combien? Là, c'est sur un intervalle de longueur 0, 1 quart, et j'ai grand A. Donc, quel est son aire? Oui? Oui, voilà, tout à fait. Donc, le premier rectangle, c'est un quart de grand A. Le deuxième? Oui? Bah oui. Et vous voyez, bah, j'ai encore la même chose. Le troisième, c'est encore un quart de A. Le quatrième, encore un quart de B. Maintenant, si je regroupe les termes en A et les termes en B, ah bah tiens, je retrouve un demi de A plus un demi de B, comme dans le cas où j'avais juste une couche blanche, une couche noire. D'accord? Et ça me donne encore, du coup, la moyenne entre grand A et grand B. Là aussi, ça fait sens, parce que même dans mon matériau où j'ai une succession blanc-noir, j'ai toujours moitié de matériau blanc et moitié de matériau noir. Vous êtes d'accord? Et en fait, croyez-moi sur parole, quel que soit le nombre d'empilements de couches blanches-noires que vous mettez, quel que soit le grand N, ben l'intégrale de A grand N de x, ça va être toujours A plus B sur 2. Ça va être toujours la moyenne entre grand A et grand B. Il y aura toujours moitié de matériau blanc et moitié de matériau noir dans ma barre. OK? Donc croyez-moi sur parole, ça marche pour tout grand N, on a toujours la même quantité, et c'est toujours la moyenne entre grand A et grand B. OK. Et donc j'en viens maintenant à l'homogénéisation, une fois que j'ai fait ces digressions sur les intégrales, etc. Je vous rappelle le but qu'on avait. Le but qu'on avait, c'était de remplacer le matériau constitué de blanc-noir, blanc-noir, blanc-noir par un matériau gris. Plus simple. Donc ça revient à remplacer une fonction qui oscille comme ça,
une fonction créneau, où je vais avoir matériau mou, matériau dur, matériau mou, matériau dur, par une fonction qui va être toute constante. Et question, quelle est la constante qu'on a envie de mettre? Et donc, naturellement, ce qu'on aura envie de mettre comme matériau gris, comme nuance de gris, ce serait un matériau d'une dureté moyenne, dont la dureté serait donnée par 1/2 de grand A plus grand B. Ça, ce serait naturel. Et bien, en fait, ce n'est pas une bonne idée. Et donc là, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas une bonne idée. On va regarder un problème, qui est un problème très très simplifié, par rapport au problème des barres d'immeubles que je vous expliquais, mais qui y ressemble suffisamment. En tout cas, ça va vous permettre de toucher du bout des doigts quel est le problème, si on fait juste cette moyenne-là. Rappelez-vous, dans le cas de la barre d'immeuble, ce qui nous intéresse, on voudrait savoir comment la barre d'immeuble se déforme si jamais vous la soumettez à un séisme. D'accord ? Ici, dans le problème plus simple, je vais essayer de chercher une fonction U grand N qui va être définie sur 0,1 et qui va être solution du problème suivant. Hop, attendez, j'efface. Hop. Il faut imaginer que le champ de déplacement, la manière dont la barre d'immeuble se déformerait, ça reviendrait à chercher une fonction U grand N, donc définie sur 0,1 et à valeur dans R, et telle que pour tout x dans R, j'aurai à n de x, U grand N de x, qui vaut 1. C'est un modèle très simple, d'accord, c'est pas le vrai problème de la barre d'immeuble, mais ça y ressemble. AN de x, je vous rappelle, c'est la dureté du matériau qui compose ma barre, blanc-noir, d'accord. Et UN de x, c'est le déplacement de ma barre en un point petit x. Comment ma barre d'immeuble va se déplacer en ce point-là, d'accord. Donc imaginez que le vrai problème, entre guillemets, de ma barre d'immeuble, ce serait de trouver cette fonction U grand N de petit x, solution d'un problème comme ça. Encore une fois, le vrai problème est bien sûr plus compliqué, mais celui-là, il permet de comprendre ce qui se passe. Ok. Et rappelez-vous ce qu'on veut, c'est on veut remplacer ce problème-là par un problème où on aurait juste un matériau gris. Donc ce AN-là, il faut se rappeler, c'est le coefficient qui décrit mon matériau composé de couches blanc-noir, 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 et j'ai n paires de couches blanc-noir. Ok. Donc si je veux remplacer ce problème-là par un problème défini avec un matériau gris, une certaine constante, ça reviendrait à le remplacer par un autre problème, d'accord ? Trouver une fonction, je vais la noter U bar, définie sur 0,1 à valeur dans R, telle que pour tout x, dans 0,1, excusez-moi ici, pour tout x dans 0,1, U bar de x, ce serait le déplacement de ma barre en gris, d'accord, de mon matériau homogénéisé. Et du coup, ce serait solution de A bar U bar de x égale 1, où A bar, ce serait un coefficient constant. Tout le long de ma barre, c'est mon coefficient gris. D'accord ? Donc, remplacer mon sandwich, blanc-noir, par un matériau gris, ça consiste à remplacer ce problème-là par ce problème-là. Où le A bar me dit quelle est la nuance de gris que je dois prendre pour mon matériau homogénéisé. Okay. Et donc maintenant, un choix qui aurait été naturel, ça aurait été de dire, je regarde ce qui se passe, si pour ma nuance de gris, pour mon matériau homogénéisé, je prends A bar, qui est la moyenne de dureté du matériau mou, dureté du matériau dur, grand A plus B sur 2. Ok. Si jamais je choisis cette valeur-là, vous n'avez pas besoin de moi, le U bar de x, qui serait le champ de déplacement de mon matériau homogénéisé, de ma barre grise, c'est une constante, d'accord. Et c'est une fonction, U bar de x, qui va valoir 1 sur A bar pour tout x dans 0,1. Ok. Ça, c'est pas compliqué. Ok. Et je peux m'amuser à calculer cette constante-là. Cette constante-là,
comme elle vaut 1 sur A bar, par définition de ce que vaut le A bar, c'est 2 sur A plus B. D'accord? Et maintenant, je peux encore m'amuser à calculer l'intégrale de cette fonction. C'est l'intégrale d'une fonction constante. Croyez-moi sur parole, c'est égal à la même constante. Ok? Très bien, madame, pourquoi vous nous faites tout ça? La raison en est... Bon, ça, j'y reviendrai après. La raison en est, c'est que maintenant, ça, c'est ce qui se passerait si j'utilisais un matériau gris, où la nuance de gris est choisie en prenant la moyenne grand A plus grand B sur 2. Le truc naturel. Ok? Et ça me donnerait ça comme intégrale du déplacement de ma barre d'immeuble. Ok. Mais maintenant, pourquoi je vous présente ça? Je vous présente ça parce qu'en fait, comme là j'ai un problème super simple, je peux en fait calculer la vraie intégrale de cette fonction U grand N qui est le problème qui m'intéressait, qui correspondrait au champ de déplacement de ma barre blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, et c'est vraiment ça en fait que j'ai envie de calculer. D'accord? Alors là, croyez-moi sur parole, je vous donne la formule tout de suite. Hop, j'efface ça. Là, cette intégrale, on peut la calculer parce que là, le problème est très simple. Donc, croyez-moi sur parole à ce stade. En fait, si je regarde U grand N, qui est vraiment le champ de déplacement qui m'intéresse, de ma vraie barre d'immeuble, dans ce cas très simple, l'intégrale entre 0 et 1 de U grand N de x dx, elle n'est pas du tout égale à ça. Elle est égale à une formule plus compliquée. La formule en tant que telle n'est pas très importante, d'accord? Je vous la mets là. Mais c'est une formule qui n'a rien à voir avec l'autre. D'accord? C'est 1 demi de A-1 et B-1, c'est 1 sur grand A. D'accord? 1 sur grand A plus 1 sur grand B. Et cette formule-là, elle n'a rien à voir, a priori, avec 2 sur A plus B. Qui aurait été le résultat que j'aurais obtenu si j'avais remplacé mon matériau blanc-noir par un matériau gris qui est donné par la moyenne des duretés, grand A plus B sur 2. Et alors là, je vous montre juste la différence des résultats entre les deux valeurs. Si grand A vaut 1 et grand B vaut 10, cette quantité-là, elle vaut 0,18. D'accord? Par contre, la bonne formule, elle vous donne 0,55 comme quantité. Donc ça vous donne typiquement le déplacement moyen de votre barre d'immeuble. Et donc vous voyez, typiquement, si vous prenez ce coefficient-là constant, comme matériau homogénéisé, vous vous trompez d'un facteur 3 sur le déplacement moyen de votre barre d'immeuble. C'est embêtant, si vous voulez faire des prédictions. C'est pas bon. Ok? Qu'est-ce qui pose le problème ici, en fait? Là, il se trouve qu'on est dans un cas très simple, où on sait en fait calculer exactement la moyenne du déplacement, l'intégrale du déplacement sur la vraie structure, sur le vrai matériau blanc-noir, blanc-noir, blanc-noir. Et c'est donné par cette formule-là. On peut jouer au problème inverse et se dire, d'accord, ok, c'est pas cette moyenne-là qui est la bonne nuance de gris, mais alors du coup, quelle est la bonne nuance de gris pour que je retrouve bien le bon déplacement moyen de la barre d'immeuble? Une autre manière de poser la question, c'est quelle est la valeur de la nuance de gris, là je l'appelle A star, quelle est la bonne valeur de A star, telle que, si je trouve U star, la fonction définie sur 0,1 à valeur dans R, telle que A star, U star de X vaut 1 pour tout X dans 0,1, alors je vais bien avoir que l'intégrale entre 0 et 1 de ce U star là, pour cet autre coefficient là, qui est une autre nuance de gris, soit bien égale à l'intégrale du vrai champ de déplacement. Et ça, je sais ce que c'est. C'est cette formule-là, d'accord? Ok? Et si on pose la question comme ça, il n'y a pas 36 valeurs possibles du A star, qui est la bonne nuance de gris qui nous intéresse.
La bonne valeur du A star, bah, c'est cette formule super compliquée, en rouge là. Ok, peu importe. Peu importe. Le seul truc à retenir, c'est que là, si je définis A star avec cette formule-là, bah là, c'est fait pour. Si je regarde l'intégrale, le champ de déplacement moyen de ma barre grise, où j'ai mis 7 nuances de gris pour la dureté de mon matériau, eh bien, le déplacement moyen va être égal au déplacement moyen de mon matériau qui est vraiment constitué de alternance couche noire, couche blanche, couche noire, couche blanche. Ok ? Et je vous montre juste la différence des valeurs. Dans le cas où grand A, le matériau mou, vaut 1 et grand B, le matériau dur, vaut 10, le A star, la bonne nuance de gris à prendre, c'est 1,82, alors que la moyenne, qui aurait été un choix naturel, bah, elle vous donne comme valeur de dureté moyenne 5,5. Ça n'a rien à voir, vous voyez, il y a un gros facteur 3 entre les deux. Mais là, vous allez me dire, mais madame, vous avez triché. Vous avez triché parce que là, vous avez fait le calcul, et c'est comme si vous saviez déjà comment la vraie barre blanche-noire, blanche-noire, blanche-noire allait se déformer. Vous connaissez le U grand N de X. Oui, là, j'ai triché parce que le problème était simple. Mais justement, sur des problèmes plus compliqués, comme la vraie barre d'immeuble, eh bien, la théorie de l'homogénéisation, elle vous permet de dire quelle est la bonne nuance de gris à prendre, même dans les cas où vous ne connaissez pas vraiment le champ de déplacement de votre barre d'immeuble. D'accord ? Et c'est cette théorie de l'homogénéisation qui vous permet de dire dans quel cas vous pouvez remplacer un matériau un peu de ce type-là, blanc-noir, 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 par un seul matériau gris, et quelle est la bonne nuance de gris à prendre. Même quand vous ne pouvez pas avoir accès à la vraie solution du problème qui vous intéresse, au vrai champ de déplacement. Mais alors ça fait appel à des mathématiques très compliquées, et c'est pas mon objectif de vous les expliquer ici. Mais juste, le message que je voudrais que vous reteniez, c'est que choisir une moyenne, entre guillemets, naturelle, eh ben, ça ne marche pas. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Si on veut remplacer un tel matériau blanc-noir, blanc-noir, blanc-noir par un seul matériau gris, par un matériau homogénéisé, la nuance de gris, ce n'est pas forcément la nuance de gris auquel on se serait attendu naturellement. Il y a une autre nuance de gris, qui pour le coup est la bonne, entre guillemets, et c'est la théorie de l'homogénéisation qui vous permet de la déterminer. Okay, et là, on a juste vu la différence entre ces deux quantités sur un cas super simple, qui n'est bien sûr pas les vrais cas de la réalité. Et là, vous voyez déjà la différence. Ok ? Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Donc c'est tout ce que je voulais vous raconter sur un petit peu, vous faire toucher du doigt cette fameuse théorie de l'homogénéisation. Il faut bien avoir en tête que pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? C'est vraiment parce que faire des simulations numériques sur un matériau homogène qui a une dureté moyenne, il faut bien choisir la valeur de la dureté moyenne, là on l'a vu, bah, c'est beaucoup plus facile que faire des simulations numériques sur un matériau hétérogène composé de plein de couches de matériaux très très différents. Okay ? Et donc cette théorie de l'homogénéisation, c'est vraiment ce qui permet aux ingénieurs qui font des calculs de simulation numérique sur des bâtiments de pouvoir avoir des réponses en des temps de calcul raisonnables de l'ordre de la minute et pas de l'ordre de plusieurs mois. Ok ? Alors je voudrais juste pour conclure terminer sur quelques autres applications parce que là je vous ai beaucoup parlé de bâtiments résistants au séisme, mais la théorie de l'homogénéisation elle s'applique dans plein d'autres contextes. Par exemple en aéronautique. Typiquement les ailes d'avion, elles sont composées de matériaux composites qui vont être un peu structurés comme ceci. Vous avez une sorte de treillis, d'accord ? Prenez par exemple, là c'est une petite maquette un peu jouée là, dans la photo du bas. Vous voyez que les ailes, il y a un matériau orange qui est typiquement un matériau dur, et vous avez du vide entre chacune des cases là, du treillis. Ok ? Pareil, si vous vouliez simuler le comportement de votre aile d'avion en simulant précisément qu'est-ce qui se passe au niveau de toutes les petites croix du treillis, ça ferait des simulations numériques qui coûteraient beaucoup trop de temps en termes de temps de calcul. Donc ce que font les ingénieurs, c'est qu'ils remplacent le matériau avec toutes les petites croix constitué de matériaux durs, le matériau orange, et de matériaux mous, c'est le vide, par un matériau homogène de dureté moyenne. Et la dureté moyenne, bah, elle est calculée en utilisant cette théorie de l'homogénéisation. Donc pour vous dire, ce n'est pas juste utilisé dans le bâtiment, c'est aussi utilisé dans l'aéronautique, cette théorie-là. C'est aussi utilisé, par exemple, pour des ponts. Là, vous voyez ici, typiquement,
vous avez un pont dont les armatures sont constituées de barres métalliques qui sont assemblées pour former un treillis. Même chose. Pour calculer les propriétés du pont, en particulier savoir comment il va se comporter si vous avez en cas de tempête ou en cas de forte intempérie, plutôt que de regarder précisément ce qui se passe au niveau de chacune des poutres qui composent le pont, vous pouvez le remplacer par un matériau homogénéisé de dureté moyenne. Et donc, la valeur de cette dureté est prédite par la théorie de l'homogénéisation. Et ça vous permet de savoir très rapidement comment le pont va se comporter en cas d'intempérie. Et enfin, un dernier exemple qui intéresse mes collègues de l'école des ponts. Eux, ils travaillent beaucoup sur ce qu'on appelle des mousses métalliques. Alors ces mousses métalliques, elles sont composées, comme vous voyez, un peu comme dans tous les exemples que je vous ai donnés, d'un matériau dur qui est le métal, et puis il y a beaucoup de vide aussi. Pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à ces matériaux-là? C'est que ça permet d'avoir des matériaux assez résistants, mais en même temps assez légers. Parce que comme vous avez beaucoup de vide, ça fait que le poids d'une structure en forme de mousse comme ceci est beaucoup plus petit que si vous aviez que du métal. Et en même temps, ce que vous voulez, c'est que le matériau soit suffisamment résistant pour les applications qui vous intéressent. Et donc, mes collègues du laboratoire de mécanique à l'école des ponts, ils s'intéressent à fabriquer des mousses de ce type-là pour qu'elles soient le plus légères et le plus résistantes possible. Et quand vous voulez faire de la simulation numérique pour essayer de prédire quelle va être leur résistance, ils utilisent cette fameuse théorie de l'homogénéisation dont je vous ai un petit peu parlé. Voilà. Donc juste pour vous dire, cette théorie de l'homogénéisation, elle a plein d'applications, pas uniquement dans le secteur du bâtiment. Et à chaque fois, le principe, c'est toujours le même. Vous avez un matériau qui est très hétérogène. Donc là, pensez, l'exemple que je vous ai donné à chaque fois, c'était un matériau constitué de matériaux mous, matériaux durs. Et pour le simuler numériquement, pour que ce soit plus rapide à simuler, on remplace ce matériau hétérogène par un matériau de dureté moyenne. Et pour que la simulation numérique vous prédise un comportement qui est proche de ce qui va se passer sur le vrai matériau, il ne faut pas choisir cette dureté moyenne n'importe comment. La théorie de l'homogénéisation vous permet de dire comment le faire. Voilà. Alors c'est tout ce que je voulais vous raconter. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas.